Sévérité des autorités de la pêche contre deux sociétés chinoises opérant dans les eaux continentales congolaises. Le vieux cimetière de Luango perd chaque jour qui passe un peu plus de sa surface. Le tort est à imputer à l'érosion marine qui y sévit. Et enfin, les résultats du BPC 2017 sont désormais connus. Résultats en légère augmentation en comparaison à ceux de l'année dernière. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal de la semaine et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'érosion marine due à la montée du niveau de la mer met en péril les nombreux sites historiques qui bordent la baie de Luango. Le cas du vieux cimetière en est l'illustration parfaite. Le seul cimetière qui perd une à une de ses tombes a retenu notre attention. Deux symboles patents caractérisant le village Luango. À quelques mètres d'ici, le cimetière de la localité. Ces images, donnant un triste goût du déjà vécu, ont été réalisées dimanche 6 août 2017. On peut se permettre de le dire sans se tromper que chaque heure qui passe, les érosions emportent avec elles des tombes. Au niveau de cette falaise, l'on peut apercevoir les tombes sur le point de céder. Et celles qui sont tombées traînent dans les abords de l'océan Atlantique. De nos jours, ici, plusieurs familles ne retrouvent plus les tombes de leurs aïeux. L'avancée de ces érosions inquiète vraiment plusieurs observateurs qui n'ont pas voulu se prêter à notre micro. La furie des eaux de mer dégrade quotidiennement la nature, en témoignent ces arbres arrachés au sol. Ces érosions, causées par les eaux de mer, attaquent même quelques habitations, ce qui justifie le déplacement de certaines familles de cette zone à une autre. Notre rédaction a réalisé préalablement ce reportage en 2015 pendant que ces érosions étaient encore peu criardes. Présentement, elles vont crescendo. Cet espace résidentiel, commercial, privé est déjà touché par les érosions. En tout cas, ici, nous sommes à quelques mètres du cimetière de Luango et non loin du séminaire de Luango. La situation est catastrophique, comme vous voyez. La furie des eaux de mer, ajoutée aux érosions qui sont en train de décimer tranquillement le sol. En tout cas, dans quelques jours, on risquera de constater que toutes les tombes vont partir. Et seulement, le gouvernement congolais, appuyé par les cadres du Kwilu et de Pointe-Noire, devrait faire des efforts pour arrêter net cette érosion qui n'est pas digne, car une bonne partie de l'histoire est en train de s'effacer. Le quotidien des quartiers périphériques de notre ville n'est pas des plus beaux. Entre les problèmes d'électrification et d'adduction en eau potable qui se greffent à l'accès routier et à l'insécurité, la pilule est amère à avaler. Guy Francis Lukwamusu pour la réflexion. Les problèmes d'eau potable et d'électricité sont vécus presque au quotidien dans les quartiers périphériques de Pointe-Noire, ville en extension. L'adduction d'eau, l'électrification, le réseau routier fiable, entre autres infrastructures qui devraient accompagner le développement des nouveaux quartiers en pleine croissance démographique. Le quartier Ngoyo, à plus d'1 kilomètre du siège provisoire de la commune, en allant vers l'océan Atlantique, en est une illustration. Les véhicules légers n'y accèdent pas facilement en toute saison à cause du sable et des mares d'eau. L'approvisionnement en eau potable est une véritable épine sous les pieds des habitants de ce quartier du 6e arrondissement. Leur source, les puits d'eau et quelques rares forages privés en échange contre de l'argent. L'eau issue des puits est souvent noirâtre. Les populations l'appellent ironiquement au café à cause de sa teinture. Extrait des puits, ce liquide est parfois traité avant l'usage. L'opération dure plusieurs heures. Au finish, on obtient de l'eau assez claire pour des travaux ménagers. Dans d'autres milieux, l'eau des puits est consommée. La rareté d'eau dans ce quartier est un handicap pour les maraîchers et d'autres ouvriers. Si les premiers sont contraints de limiter leur activité, les seconds profitent de la saison des pluies pour s'exprimer.
La morosité économique de l'heure devait pousser plus d'un citoyen à réfléchir sur la diversification de nouvelles sources de revenus. L'agropastoral en est une, mais quel intérêt pour cette pratique? Réponse dans cette haute réflexion. La pratique de l'élevage et de l'agriculture, activités essentielles qui permettent aux acteurs de ce secteur de s'occuper de leurs différentes familles et d'approvisionner les marchés. Le recours à la terre ne semble pas être l'apanage de plusieurs Congolais qui ne s'intéressent qu'à la bureaucratie. Certains citoyens, se classant dans la minorité, ont compris que la terre est un gisement important où l'on peut tirer toute fortune liée aux activités agropastorales. L'élevage de la volaille et l'élevage porcin demandent de la passion pour une éventuelle réussite. Concernant la pisciculture, il faut du temps et de l'abnégation pour manger et commercialiser du poisson frais qui sort de ces étangs. Ici, au village Luango, ces jeunes s'activent à l'arrosage de leur jeune culture dont ils n'attendent plus que la maturation en vue de la commercialisation. Dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, la richesse de l'État tire sa source principale des activités agropastorales. Le gouvernement congolais devrait encourager les éleveurs et agriculteurs disséminés à travers les différents départements de la République. De nos jours, avec la récession économique due à la baisse du cours du baril de pétrole, la mécanisation du système agricole serait la bienvenue pour permettre l'épanouissement de ce secteur. Nous le disions en titre, deux sociétés chinoises ont essuyé une sévère sanction, l'incinération de leurs filets de pêche jugés hors normes. Celle-ci s'est faite dans la localité de Kayombosu en présence des représentants des services administratifs et juridiques du ministère de la Pêche. Képhane Kombila, note de reportage. Une incinération des filets de deux sociétés de pêche chinoises s'est faite dans la matinée du mardi 8 août 2017 par l'inspection des services administratifs, juridiques et financiers du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce sont ces filets qui permettent à ces sociétés de pêcher même le plus petit poisson tout en contribuant au dépeuplement de la faune maritime. Une opération qui a pour but de faire respecter la réglementation de la pêche congolaise. Ce sont les sociétés Njiri Pêche et Rangchang qui ont vu leurs filets hors normes être brûlés par cette délégation ministérielle. Tant que la réglementation ne sera pas respectée, ces sociétés de pêche continueront à payer des amendes et voir leur matériel être détruit. Ces sociétés ont utilisé ces engins illicitement et nous, venus de Brazzaville, on les a surpris dans leur navire et nous les avions saisis et voilà pourquoi nous les brûlons. Mais pourquoi on les interdit? Parce que ces genres d'engins prennent les poissons à bas âge, donc ce qu'on appelle les juvéniles, vulgairement les frétins. Et vous voyez un enfant qui meurt à bas âge fait disparaître l'espèce. Donc ce qui vient à dire que demain, si on avait le poisson comme sol qui est tué à bas âge, l'espèce disparaît. Demain après-demain, on n'aura plus l'espèce poisson qu'on appelle sol. Donc c'est pour vous dire que nous brûlons ces engins pour rappeler à tous ceux qui pratiquent cette pêche-là d'arrêter net. Et l'opération va continuer sur beaucoup de mois. À chaque fois, nous allons faire éruption au niveau des quais pour contrôler tous ces navires. Donc c'est l'exemple que nous donnons à tous les pêcheurs ici sur le territoire de ne plus pratiquer ce genre de pêche avec ce genre d'engins. Et donc celui qui va se faire prendre se fera infliger des amendes. Et l'amende, vous savez bien, ils connaissent les textes, les règlements, et c'est pas de la blague. Attends. Notons que cette opération s'est déroulée à Kayombosu, dans la commune urbaine de Tchombanzassi, dans le site du service de l'environnement, sous la vigilance de la délégation de l'inspecteur des services administratifs, juridiques et financiers, du directeur départemental de la pêche de Pointe-Noire, des représentants des deux sociétés de pêche chinoises, des environnementalistes, de la police administrative
et de la gendarmerie nationale. Une interrogation dans ce journal. Que deviennent les établissements scolaires publics en période de vacances? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Jean-Pierre Février, qui a fait le tour de quelques établissements de notre ville. Suivez plutôt. Sécuriser les établissements scolaires n'est pas toujours une tâche facile pour le personnel d'une école primaire ou d'un collège d'enseignement public. Ces temples du savoir sont en proie à beaucoup d'actes inciviques pendant les vacances. On peut bâtir les meilleures stratégies de sécurité du monde. Les nouveaux visiteurs de ces lieux ont toujours plusieurs tours dans la poche pour déjouer la difficulté. La caméra de notre rédaction a bien voulu toucher du doigt ce que deviennent certains établissements pendant le repos des élèves. À l'école primaire Constant Ballot, l'on observe une sécurité des locaux renforcés par les salles de classe. Ici, l'on déplore simplement le fait que le second bâton de son portail principal reste ouvert au quotidien et à 500 mètres de sa façade sud, son éternelle poubelle qui sourit aux passants dégageant fumée et odeur nauséabonde. Au CG-Poitiers, son mur de clôture reste toujours terni par sa poubelle du quartier. Ceci ne nous a pas empêché de rencontrer son directeur, d'obtenir un avis rassurant sur la sécurisation de son établissement pendant les vacances. C'est notre lieu de boulot. Comme c'est notre lieu de boulot, chaque jour nous venons ici. C'est déjà une manière de faire en sorte que les gens, les jeunes bandits, ne puissent pas venir à l'établissement parce qu'ils se disent non, il y a des gens toujours. La présence des personnes, c'est déjà une dissuasion. Et aussi, il faut conscientiser les enfants, les jeunes qui sont à l'établissement. Parce qu'un établissement comme il est là ouvert, grand établissement, même si on a mis les portails, c'est fermé, il y a un mur, oui. Mais les jeunes, est-ce que les jeunes regardent tout ça? Ils viennent pour prendre le chanvre, c'est leur lieu. Je peux même aujourd'hui là vous montrer là où il y a le chanvre, ça peut même pousser sur le ciment. Donc le problème c'est de les conscientiser. Tous les jours notre présence, et on leur dit attention, c'est un patrimoine commun, c'est pour vous que l'on a construit ce que nous avons là. Et tous les temps on le dit, mais entre-temps, parce qu'il y a toujours de ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Et ils sont obligés de casser les cadenas que nous mettons sur les portes des salles. Tous les jours, ils les cassent. Bon, mais on revient sur ça, mais le problème, je suis allé même déjà au PSP de Luangili. On a amené même des éléments en armes ici. Bon, ben, eux, ils font leur travail. Nous, qu'est-ce qu'on peut, seul que, dire aux enfants, prenez conscience, c'est un patrimoine commun. Construire des logements du personnel enseignant au sein des établissements scolaires demeure une solution pour pallier aux actes de vol et de vandalisme enregistrés dans ces cadres d'apprentissage. Une suite favorable du chemin de fer Congo-Océan au groupement des jeunes du Fontietier spécialisé dans la manutention sur les emprises de la gare ferroviaire de Tietier. Une suite qui les autorise à reprendre leurs activités après une année d'errance. Dernier acte d'une péripétie déjà évoquée dans nos journaux. Guy-Francis Lecomte. Deux correspondances du directeur général du chemin de fer Congo-Océan adressées aux responsables du groupement des jeunes du Fontietier et des établissements PICA. Correspondance du 7 août 2017 qui autorise les manutentionnaires de reprendre leurs activités de déchargement de produits vivriers sur les emprises du chemin de fer Congo-Océan à compter de leur date de signature. Elles font suite à l'entretien que ces occupants réhabilités ont eu le week-end dernier avec les services de cette société ferroviaire. Les notifications de reprise des activités du groupement des jeunes du Fontietier portent plusieurs ampliations. La préfecture de Pointe-Noire, la direction départementale de la police, la mairie centrale, la mairie de Tietier, le commissariat de police de Tietier et la brigade de gendarmerie de la gare de Tietier.
Ampliation garantissant le retour de ces jeunes sur les emprises du CFCO après une année environ de cessation d'activité de déchargement des produits vivriers. Pour besoin de transparence, le CFCO a redéfini ses limites avec la voie publique appartenant à l'État. Ces abords sont exploités par ces bus dont l'administrateur maire de Ntiétié a bien voulu fermer le parking créé sur les emprises du CFCO le 22 août 2016. Les premiers camions ont déchargé la matinée du mercredi 9 août 2017 sous les regards souriants des jeunes du Font-Tchétché. Nous travaillons juste pour faire vivre le Congolais doit vivre. Et ce parking est réglementé. Il y a l'œil du gendarme, il y a l'œil de la police. Contrairement aux parkings pirates qui sont installés aux alentours, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils font rentrer dans la ville, créant la dangerosité de la ville. Mais par contre, nous avons les autorisations en bonne et due forme signées par le CFCO. Nous pouvons vous les brandir. Ceux qui veulent se rapprocher, ils peuvent se rapprocher pour vérifier. Et donc, ce parking, c'est la force de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est la réouverture du parking de la PV au Font-Tchétché. Les clients peuvent nous rejoindre ici. Nous avons les papiers qui nous permettent d'exercer ici. Cette opération de déchargement redonne vie à plusieurs personnes avec la relance des activités connexes. Déjà en perte de vitesse avec la crise dans le pool et le trafic sur la route nationale numéro 1, le CFCO multiplie pour essayer de renforcer ses caisses. Arrivé sur le continent par les colons portugais qui l'ont importé d'Amérique latine, le manioc reste sans conteste l'aliment le plus consommé de notre pays. Se vendant à des prix plus ou moins raisonnables et se déclinant sous plusieurs formes, celui-ci n'est pas prêt à perdre sa place de leader alimentaire tel que nous le décrit ce reportage. Importé du Portugal vers 1886, le manioc demeure l'aliment de base de nombreux citoyens des départements et des grandes villes congolaises. La présence du pain, de la banane plantain, de l'igname ne ternit nullement les vertus du manioc consommé à plus de 75% par la population. Il est vendu en détail à des prix raisonnables allant de 100 francs à 500 francs CFA, selon les modèles de fabrication et de distribution. Une activité socio-économique exercée par des femmes ménagères que l'on rencontre aux abords des marchés ou des avenues et rues des quartiers. Cette activité fait vivre son producteur avec la qualité du manioc, souvent appréciée des consommateurs. Sa consommation est diversement interprétée devant la rivalité d'autres aliments de base capables d'accompagner le quotidien alimentaire de certains citoyens. Le manioc, c'est l'aliment de base de la République du Congo. Voilà pourquoi. C'est notre aliment de base. C'est différent du pain. Vous n'aimez pas le pain? Ah, le pain, nous sommes depuis l'enfance vraiment, nous sommes habitués à prendre le manioc, à consommer le manioc. Voilà pourquoi tout le temps nous achetons le manioc. Chacun de nous a sa raison. Hein. Il y a ceux qui ne consomment pas le manioc à cause de leur état de santé. Ceux qui ont la possibilité de consommer le manioc, ils peuvent en consommer. C'est bon pour la santé. Chacun a donc une préférence car les goûts et les couleurs de tout un chacun ne se discutent pas, dit-on souvent. Pour des raisons de santé, certains choisissent le pain, la banane, plantain ou l'igname pour observer leur régime alimentaire. Ainsi, la colopathie, les hémorroïdes, souvent considérées comme des maladies d'excès et de consommation du manioc, donnent encore des chances au manioc de jouer son rôle alimentaire leader. Un rôle alimentaire leader à perpétuer dans la création des hectares de champs agricoles capables de faire valoir ce secteur promoteur d'emploi dans un pays où la diversification de l'économie devient une priorité pilote. Autre chose dans ce journal pour dire que la problématique de l'insertion professionnelle est étroitement liée à la formation selon certaines analyses. Dans ce monde où les mutations techniques et technologiques sont prédominantes, la question de
l'orientation mérite d'être posée. Mais vers où devaient être orientés nos jeunes? Élément de réponse avec Démothèse Mavungu. La jeunesse, force motrice de l'avenir d'un pays, devra davantage s'orienter à l'apprentissage des métiers pour garantir son indépendance. De nos jours, les parents feraient mieux d'orienter leur progéniture aux études liées à la formation professionnelle. Formation qui garantirait le mieux-être des jeunes à son terme. Nous avons fait le constat dans la ville de Pointe-Noire, certains jeunes se prennent en charge dans les ateliers de soudure, de tôlerie et de mécanique pour faire face aux problèmes qui se présentent à eux quotidiennement. D'autres jeunes ont préféré se lancer aux activités informelles pour pallier les difficultés vécues dans leur environnement immédiat. Cabine téléphonique par ici, vente de pain et de biscuits par là, conduite de taxis et de bus pour d'autres encore qui veulent avoir un revenu fixe mensuellement. Dans le lot des jeunes figurent des bacheliers qui se sont convertis en commerçants pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Depuis la mort de l'État-providence, les Congolais avertis ont résolu se prendre en charge en créant des petites et moyennes entreprises. L'orientation de la jeunesse vers les métiers demeure de mise dans la formation de cette couche qui succédera aux anciens. Avec la crise économique endurée ces derniers temps, la réflexion vers les affaires génératrices de fonds aiderait la jeunesse dans sa prise en charge. En ces temps où l'on veut d'un pays fort et soudé, il est des valeurs auxquelles il faut faire appel. Au nombre de celles-ci, le patriotisme. Mais qu'en est-il et comment devait-il se matérialiser? Une fois de plus, retrouvons Démothèse Mavungu. Le patriotisme, qualité individuelle qui concourt à l'éveil et au développement des nations, est quelque peu foulée aux pieds par des citoyens sans éthique et morale. Pour l'essor, l'épanouissement et la croissance économique d'une république, plusieurs règles relatives au patriotisme doivent être prises en compte. Parmi ces règles figurent l'amour pour la nation et le respect des biens publics et privés. Tout devra commencer par soi-même, comme aimait bien le dire le philosophe Rabelais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ceci dit, dans les administrations, institutions et autres entités publiques comme privées, des patriotes devraient être au cœur de l'animation et de la gestion des entreprises. Des citoyens capables de se mettre au-dessus des clivages politiques et surtout ethniques dans le seul but de préserver le bien commun, maillon essentiel du patrimoine national. Pour la bonne marche des structures de l'État, chaque travailleur devra prendre au sérieux sa tâche en vue de participer efficacement à l'édification de la nation. Des exemples fusent à travers les domaines diversifiés des structures étatiques. Tenez, un enseignant mal formé ne pourra pas assurer un bon encadrement des apprenants, ce qui compromettra assurément le rendement de l'État une fois que ces apprenants accèdent au monde de l'emploi. Même réalité pour un médecin mal formé qui pourra à son tour mettre en danger les vies humaines. À tout niveau, toute personne ayant la charge de l'encadrement devra sérieusement bien inculquer les connaissances aux apprenants pour leur garantir une meilleure formation. Formation qui permettra au pays d'assurer son développement. Éducation pour conclure ce journal. Le BPC session de juin 2017 a rendu son verdict. 61 305 candidats sur 110 369 ont été déclarés admis, chiffre en progression au regard du pourcentage affiché 55,55 contre les 46,39% de l'année écoulée. Une véritable satisfaction pour les encadreurs qui l'ont fait savoir à notre reporter. C'est une avancée considérable qui se dégage au terme des résultats enregistrés cette année au BPC. En effet, le taux d'admission se chiffre à 55,55%, soit 61 305 admis sur 110 369 candidats présentés. Des données qui traduisent une embellie par rapport à 2016 où le pourcentage était de 46,39%. L'annonce officielle de ces résultats est intervenue vendredi 11 août 2017 à l'issue de la séance de délibération survenue à Brazzaville. À Pointe-Noire, certains établissements ont vu pour la plupart leur pourcentage d'admission en hausse.
Du CG Emmanuel Dadé d'Amongo, en passant par Jean-Félix Tikaya, Moué-Poiti, 3 Glorieuses et 28 juin, pour ne citer que cela, la barre de 50% a été atteinte. Les responsables de ces écoles que nous avons joints au téléphone nous ont laissé entendre leur joie. D'autres parmi eux vont jusqu'à saluer le travail accompli par leurs enseignants en dépit de quelques difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire. Signalant tout de même que le département du Kouilou a été désigné meilleur sur les 12 départements que compte la République. La Sanga, elle, se classe dernière sur l'ensemble du territoire national. Félicitations donc aux heureux admis et surtout courage à ceux qui n'ont pas eu la chance cette année. Voilà, c'est par ces résultats que nous refermons ce téléjournal. Merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe qui l'a préparé et surtout, bonne suite de programmes sur les antennes de DRTV.